Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast qui libère la parole. Depuis que j'ai posté le dernier épisode, j'ai reçu beaucoup de messages. Et je vous en remercie énormément. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est écouté. Parce que si je fais ça, c'est pour aider les gens qui m'écoutent. Pour ne plus qu'on se sente seul. Parce qu'on est beaucoup trop nombreux à vivre des choses et à ne pas en parler. À se sentir seul finalement. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ma grossesse et j'avais envie d'y répondre. J'ai vu sur les réseaux qu'apparemment, une femme tomberait enceinte dans les 6 premiers mois. Évidemment, c'est une information à prendre avec des pincettes, parce qu'on est toutes différentes. Mais quand même, il y a des pourcentages qui révèlent qu'apparemment, c'est le cas pour la plupart des femmes. Moi, ça a été mon cas. Je suis tombée enceinte avant les 6 mois. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce qu'il y a des informations que j'ai déjà données dans l'épisode précédent. J'avais des cycles irréguliers, mais à la suite d'une prise de sang, on a découvert que mon taux d'hormones était normal. Et de plus, j'ai envie d'ajouter, il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui arrivent quand même à tomber enceinte. Alors que, selon les médecins, il y a moins de chances d'y arriver. Donc c'est vraiment des statistiques à prendre avec des pincettes. Et surtout ne pas se fier à ça, parce que ça ne veut absolument rien dire. J'utilise des applications pour gérer mes cycles depuis des années. Là aussi, il y a toujours une indication sur la période d'ovulation. Et moi, naïvement, au début, quand je cherchais à tomber enceinte, je me suis dit, j'ai pas besoin de test d'ovulation, j'ai déjà mes applications. Du coup, je sais exactement quand est-ce que je peux tomber enceinte. Je dis naïvement parce que ces applications-là ne sont pas fiables non plus, à 100%. Et en effet, maintenant que je sais la date exacte à laquelle je suis tombée enceinte, je sais pour sûr que ces applications ne donnaient pas la bonne information. Donc mon conseil, si vous cherchez vraiment à tomber enceinte, ok pour utiliser ces applis, si ça peut vous donner de légères indications, mais ça ne sera pas exact. Pareil, ne mettez pas de l'argent dans des applications parce que, de mon point de vue, ça ne sert pas à grand chose. J'ai testé les tests d'ovulation pendant 2 mois, sauf que le premier mois, je faisais pas les tests comme il le fallait. Vous allez me dire, mais tu faisais comment ? J'ai lu la notice après coup, parce que la notice est hyper longue, avec des tas d'informations, c'est assez complexe de tout assimiler. Du coup, moi, je faisais les tests 1 fois par jour, surtout le soir, avant d'aller manger. Parce que c'était indicateur, ça me permettait de m'en rappeler. Du coup, je me suis dit, je vais me fixer cette routine-là, à ce moment-là, comme ça, j'oublierai pas. Sauf que sur la notice, après coup, j'ai remarqué qu'en fait, le test, il faut le faire à certaines heures. Et une fois passé une certaine heure, le test n'est plus fiable. Alors peut-être que c'est pas le cas pour tous les tests d'ovulation, mais en tout cas pour le mien, en tout cas celui que j'ai acheté, c'était le cas. Et il fallait faire le test entre 10h du matin et 18h grand max le soir. Je ne sais pas pourquoi, me posez pas cette question, j'en sais rien. C'était écrit ça. Du coup, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je vais changer ma manière de faire. Et donc ensuite, je l'ai fait 2 fois par jour, 1 fois le matin et 1 fois au milieu de l'après-midi environ, quand c'était possible. Pourtant, malgré le fait que je fasse bien ces tests, j'ai vu la montée de mon pic, mais j'ai pas vraiment vu le pic de mon ovulation. Donc j'ai pas pu maximiser mes chances comme j'aurais aimé. Donc, est-ce que vraiment les tests d'ovulation servent à quelque chose ? Je sais pas. Ça m'a juste aidé à comprendre mon cycle. Quand est-ce que j'étais plus en période d'ovulation que d'autres ? Mais c'est très vague et très flou. Donc si vous voulez, à chaque début de cycle, je savais la période, entre guillemets, probable à avoir cette ovulation, mais c'était vraiment très flou.
j'ai jamais eu rien de très précis. Donc je sais pas, peut-être que s'il y a des femmes qui, elles, arrivent à trouver ce pic d'ovulation, eh bien tant mieux pour vous. Mais moi, c'était pas le cas. Et je me suis pas plus pris la tête que ça, parce que je savais que plus j'allais vouloir avoir envie de trouver ce pic, plus ça allait me prendre la tête. Et du coup, je me suis dit, je laisse faire les choses, tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'apprends de ces informations-là. Et j'avais peur surtout de perdre espoir. Grâce à ma prise de sang, je savais que mon taux d'hormones était normal, donc je savais que je pouvais tomber enceinte. Juste, c'était une question de temps, de timing, de moment. Je me suis dit, je laisse faire le temps. Ça viendra quand ça viendra. Et c'est à ce moment-là précis où c'est arrivé. C'est exactement au moment où j'ai commencé à lâcher prise que je suis tombée enceinte. Et sur le moment, je n'en revenais pas. Parce que c'est un conseil qu'on m'avait donné à plusieurs reprises, de lâcher prise. Et dans ma tête, je me disais, ouais, c'est gentil, c'est facile surtout de dire de lâcher prise. Mais le faire, c'est tellement plus compliqué. Tu sais pas vraiment comment faire pour lâcher prise. C'est tellement dur à appliquer de ne pas se mettre la pression. Quand t'es dans une situation où tu prends de l'âge, où t'as une forte pathologie qui grandit, qui prend plus de place, qui ne te garantit pas que tu puisses tomber enceinte. Mais si tu tombes enceinte, ça peut être compliqué. Donc, faut pas trop que tu tardes. C'est très complexe à gérer. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce côté où les examens, plus j'en ai, plus je suis rassurée. En fonction des résultats, bien sûr. Et je pense que ça a dénoué quelque chose en moi. Et ensuite, c'est arrivé. Avec le recul, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps. Je le savais parce que j'ai eu cette réflexion dans ma tête et je l'ai clairement dit à mon conjoint. Je sens qu'il y a quelque chose dans mon corps qui se passe. Au moment où je l'ai dit, je pensais que c'était ma période d'ovulation et que mes règles allaient arriver dans quelques jours. Sauf que la douleur que je ressentais était quand même assez différente du moment juste avant d'avoir mes règles. C'était une sensation différente et ça m'a gênée toute la nuit. Dans ma tête, j'allais avoir mes règles. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est normal. Sauf que 4 jours après, j'avais toujours pas mes règles. Et là, je me suis dit, ok, c'est bizarre, je vais faire un test. Et je me souviens très bien, c'était un lundi. Le test s'avère négatif. Donc je me dis, ok, bizarre. Mais c'est pas grave, ça va peut-être arriver demain, je sais pas. J'avais plus trop de douleur, donc j'avais peur que j'ai pas du tout mes règles ce mois-ci. C'est extrêmement bizarre de penser comme ça, quand on sait la suite des événements. C'est assez rare de ne pas avoir ses règles quand on ne prend pas la pilule, mais ça peut arriver. Donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça m'arrive maintenant. Je pense que inconsciemment, j'avais pas envie de me dire que j'étais enceinte parce que c'était tellement impossible pour moi, au vu de toute ma situation. J'avais pas envie d'être déçue si je n'étais pas enceinte. Le lendemain matin, toujours rien. Sauf que dans la nuit du lundi au mardi, j'ai une sensation étrange dans le ventre. Vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose que je pouvais pas décrire. Je connais parfaitement mon corps et je savais qu'il y avait quelque chose qui était différent de ce que j'avais l'habitude de vivre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup tracassée toute la nuit. C'est-à-dire que j'ai quasi fait une insomnie à cause de ça. J'étais persuadée d'être enceinte. Alors que, vraiment, je vous dis, la veille dans ma tête, c'était inconcevable que je le sois. Le matin venu, je décide de refaire un test parce que je me dis c'est quand même étrange de ressentir tout ça. Si franchement il n'y a rien du tout, faut vraiment que j'aille consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je fais le test. Et là je vois un second petit trait qui apparaît. Mais vraiment très léger.
Et c'est là que je me dis que c'est positif. J'ai même pas cherché à refaire d'autres tests les jours d'après. Je savais pertinemment que j'étais enceinte. Ça m'a quand même surpris, même si j'avais tous ces symptômes. J'avais du mal à y croire, parce que pour moi c'était tellement compliqué, et au final ça s'est avéré assez simple, assez facile entre guillemets. J'ai eu ce sentiment un peu de soulagement dans les jours qui sont venus, mais pas sur le coup. J'étais contente évidemment, mais je réalisais pas trop. Et petit à petit, je me suis faite à l'idée que ça allait arriver. Et c'est là en fait que j'ai ressenti cette pression de relâcher prise. Mais je pense que ça a été d'un coup, parce que vraiment, il y a cette pression sociale déjà, quand t'es une femme enceinte de base, quand tu approches la trentaine, et en plus de ça, moi j'avais cette pression, en plus d'avoir une maladie assez important et conséquent, qui pouvait aussi potentiellement me mettre des bâtons dans les roues pour avoir un enfant. Donc petit à petit, cette pression, eh bien, je m'en suis détachée. Et j'ai commencé à être extrêmement détendue, complètement épanouie par la situation. Mais quand je me compare à la moi d'il y a quelques mois, j'ai l'impression d'être quand même moins aigrie, entre guillemets. Je sais pas si aigrie c'est le bon mot, je me sens plus relaxée, à tout niveau. J'ai l'impression que je me prends moins la tête pour les choses. Je vis le moment présent, et je me focus vraiment sur moi, ma santé, mon couple. Après, c'est quelque chose que je m'étais toujours dit, que je ferais quand je tomberais enceinte. C'est-à-dire que je mettrais au premier plan ma santé et mon couple. Et tout le reste, je suis prête à le mettre de côté. D'où le fait que j'ai mis de côté mon projet de jeu de société, le podcast, pour mettre ma santé au premier plan et faire les choses au mieux pour que tout se passe bien. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. C'est une volonté que j'ai eue parce que je sais ce que vaut une bonne santé. Je suis prête à faire tous les sacrifices qui puissent exister pour essayer de ne pas tomber malade. Surtout que je suis tombée enceinte à la période d'automne-hiver, soit la pire période pour moi. Pour vous donner une idée, il suffit que je chope un rhume pour dans les jours qui viennent, même les heures parfois qui viennent, être gravement malade. Devoir être hospitalisée, avoir des antibiotiques, des perfusions, etc. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu. J'ai réussi à m'en remettre parce que j'avais la possibilité de prendre des médicaments. Or, dans ma situation actuelle, je ne peux plus tout prendre comme médicament. Et forcément, il y a des médicaments qui ne sont pas bons pour le bébé. Donc c'est ma hantise, entre guillemets. C'est le seul truc qui pouvait me faire stresser quand je suis tombée enceinte, c'est de tomber malade. Ce qui fait que j'ai pris des décisions qui peuvent sembler drastiques pour certains, et je peux le comprendre. Ça peut choquer, mais ce sont mes décisions, mes choix, et je les assume. Et si vous ne pensez pas de la même manière que moi, tant pis, c'est ok. Dans mon cas, j'ai décidé déjà de porter des masques le plus possible. Donc j'en portais déjà à la pharmacie quand j'allais chez le médecin, à l'hôpital, la base pour moi. J'en ai absolument rien à faire du regard des gens. Si les gens pensent que je suis malade parce que je porte un masque, tant pis. Je fais ça dans le but de me protéger et de ne pas tomber malade. Parce que tout le monde sait que c'est galère de choper une grippe, de choper la coqueluche ou le Covid, encore plus quand t'es enceinte. Et dans mon cas, ça peut être extrêmement grave, si ça arrivait. Et j'ai pas envie d'avoir des complications. Donc, je préfère ne prendre aucun risque. En plus, il ne s'agit pas que de moi, il s'agit aussi de mon enfant. Si je peux faire le plus attention possible, je ferai le plus attention possible et je m'en fiche que ça plaise ou non. Pareil quand je vois des gens dans ma famille, quand il y a des gens qui pensent être malades ou quoi que ce soit, je mets des masques et je demande aux gens d'en mettre. Si t'es malade, pour moi c'est du bon sens de mettre un masque, pour ne pas que les autres tombent malades. Ça me paraît tellement logique.
Mais pourtant, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'essaie d'avoir des règles d'hygiène, que j'essaie aussi d'appliquer aux membres de ma famille, parce que ces personnes, elles savent que je suis malade, qu'il faut faire attention. En plus de ça, elles savent que pour la grossesse, c'est important, et elles se sentent concernées, évidemment, vis-à-vis de ma grossesse et de ma santé. Donc, c'est des habitudes qu'on a tous appris à avoir, et je suis vraiment très fière de ça. Et puis, c'est pas un effort de dingue que de porter un masque. S'il faut, ça m'est arrivé aussi, à plusieurs reprises, d'annuler ou de reporter des rendez-vous, parce que telle personne m'a dit qu'elle était malade. Pareil, prévenir les gens, pour moi, c'est tellement la base quand t'es pas bien. Mais évidemment, tout le monde n'y pense pas, tout le monde ne le fait pas encore, mais je pense que les gens devraient quand même y penser, c'est tellement important. C'est pas dramatique de déplacer un rendez-vous. Enfin, pour moi, je vois pas ça comme la fin du monde. Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais, pendant toute cette période, rentrer dans ma bulle, c'est-à-dire me couper un peu du monde extérieur, parce que je l'ai jugé nécessaire, selon moi et selon aussi l'avis du corps médical qui me suit. Donc j'ai préféré me mettre dans ma bulle pendant toute la période hivernale, voir le moins de gens possible, et quand c'est possible, décaler des rendez-vous s'il y a des gens qui sont malades, etc. Ensuite, il y a tout l'aspect de faire attention à ce qu'on mange. C'est la première chose qu'on a regardée quand on a appris que j'étais enceinte. Et au début, je me suis dit, ah merde, c'est chiant. Parce que je pensais pas tomber enceinte si vite, d'un coup. Donc il y a plein de choses que je mangeais et que j'adorais manger. Et d'un coup comme ça te tombe dessus. Et on te dit, ouais, maintenant, tu peux plus manger ça. Alors je sais que ça va paraître très strict. Mais au début, vu que j'avais du mal avec ce truc-là, j'avais pas envie de ressentir cette peine-là, en sachant que j'étais complètement contente de tomber enceinte. Donc au début, j'ai interdit des choses à la maison. Par exemple, tout ce qui est charcuterie. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup de peine de ne plus pouvoir en manger, d'un coup comme ça. Et même si j'ai déjà eu dans ma vie une période où j'ai ralenti la viande, la charcuterie, je savais que j'allais pas en mourir de ne pas en manger. Mais ça me faisait quand même de la peine de voir des gens en manger face à moi. Du coup, pendant une certaine période, j'ai interdit la charcuterie à la maison. Puis ensuite, petit à petit, au fil du temps, je me suis adaptée et ça me faisait plus autant de peine que ça et j'arrivais à voir les gens manger des choses que je ne pouvais pas manger. Mais au début, c'est vraiment la chose qui m'a le plus frustrée, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est tellement si soudain. C'est pas forcément un choix que tu fais de toi-même. C'est plus une obligation pour pas que ton enfant y ait la toxoplasmose. C'est quand même le truc le plus important durant la grossesse. Et donc pour moi, c'était inconcevable de ne serait-ce manger de la charcuterie ou de la viande crue, même en étant immunisée, ce que je n'étais pas. Mais pour moi, c'était vraiment inconcevable. Une fois que je me suis faite à l'idée, et que j'ai fait mes recherches sur les charcuteries que je pouvais manger ou non, je me sentais plus en accord. Je me sentais quand même mieux. Il y a des choses que je me contentais et ça m'allait. Ce qui m'a vraiment embêtée, c'est plus le côté sushi. Où là, j'adorais vraiment manger des sushis. J'en mangeais plusieurs fois par mois. Ça m'a un peu embêtée d'un jour à l'autre ne plus manger de saumon, par exemple. Parce que j'en mettais dans mes compositions de salade et c'est vraiment un aliment que je consommais beaucoup au quotidien. Et ouais, les sushis, ça m'a vraiment, vraiment embêté, bien plus que la charcuterie au final, parce que j'avais toujours le jambon blanc que je pouvais manger et ça m'allait. Là, ne plus manger de poisson cru, ça m'a un peu embêtée. Après, je me suis dit, tant pis, au pire, je peux pas avoir de saumon cru. Je vais me faire cuire un pavé de saumon et puis ça sera très bien, il sera très bien cuit. Il n'y aura aucun risque. J'aurai le goût du saumon en bouche, ok, ce sera pas du saumon cru, ni du saumon fumé, mais c'est pas grave. Et là aussi, j'ai trouvé des compromis, des solutions pour m'adapter, pour que mon bébé soit en pleine santé et que moi, je puisse quand même apprécier des choses
Parce qu'en plus, quand t'es enceinte, t'as beaucoup d'envies comme ça qui surviennent. Dès que je voyais des sushis, je voulais manger des sushis. Et je pense que vous le savez aussi bien que moi, mais des pubs pour les sushis, on en voit tout le temps passer. Du coup, ouais, ça c'était un peu compliqué. Mais comme je vous ai dit, il suffisait que je mange un pavé de saumon bien cuit, et voilà, l'envie passait. Il y a eu aussi tout ce truc des fromages, sachant que j'adore manger du fromage. Et au final, le fromage que j'aimais bien, c'est celui que je pouvais manger. Donc j'avais pas vraiment de soucis là-dessus. Et là, quand je vous parle, on est en pleine période hivernale, où les légumes que je préfère sont de cette saison. Donc en vrai, pour le moment, j'ai pas forcément de soucis alimentaires. Je pensais sincèrement que c'est ce qui allait me poser le plus de problèmes, et ce qui potentiellement allait me rendre triste pendant cette grossesse. Et au final, je trouve qu'en fait, on en fait un peu tout un plat. Dans le sens où la femme enceinte, elle ne peut soi-disant rien manger, alors qu'en vrai, on peut manger beaucoup de choses. Juste, je tiens à préciser, faut extrêmement faire attention aux aliments qu'on consomme. Alors moi, je regarde toutes les étiquettes. Avant, je ne le faisais pas, mais depuis que je suis enceinte, je regarde toutes les étiquettes pour savoir s'il y a un risque de danger ou non. Et c'est ce que je recommande à n'importe quelle femme enceinte de faire. Et il y a ce côté rassurant quand tu lis la composition d'un produit, parce que ça peut te rassurer. C'est en lisant ces étiquettes que je me suis dit, en fait, il y a quand même pas mal d'aliments que je peux manger. Et ça m'a vraiment rassurée. Il y a aussi des applications qui peuvent vous aider et vous guider, et qui vous disent quel aliment consommer ou non. Donc je vais vous le dire parce que moi, c'est vraiment une application qui m'a beaucoup aidée. Il s'agit de l'application 9 mois à croquer, qui te donne des recettes que tu peux faire. Et tu as aussi un onglet recherche où tu peux inscrire un aliment, et là, il te dit si tu peux le consommer ou non. Et je trouve vraiment ça cool. Parce qu'au début, j'ai vraiment galéré à trouver des applications qui soient vraiment utiles et facilement accessibles. Je l'ai beaucoup utilisé. Le seul souci que je peux reconnaître avec l'alimentation, c'est le fait de ne pas pouvoir aller au restaurant. En tout cas, comme avant. Parce qu'au restaurant, tu sais pas comment les aliments sont conservés, tu sais pas comment ils sont cuits, tu sais pas d'où ils proviennent. Et donc forcément, tu peux prendre des risques de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour toi et pour ton bébé. Donc si je donnerais un conseil là-dessus, c'est peut-être d'éviter les restaurants ou prendre des chaînes alimentaires où on sait que l'hygiène est vraiment contrôlée. Pour en revenir aux symptômes, à part des sensations dans le ventre, un peu comme une ovulation, c'est-à-dire les ovaires qui font un peu mal, parce qu'il y a l'utérus qui grandit, j'ai eu des douleurs. Je dirais pas des contractions, mais des fois ça tiraille. À part ça, j'ai pas eu de symptômes pendant le premier trimestre. J'ai pas eu de nausées. Au début, j'ai eu un peu de dégoût pour certains aliments, certaines odeurs, des choses que je ne supportais plus. Je pense que j'ai dû avoir une allitération du goût. Je raffole des noix de cajou et je me suis dit vas-y, j'ai envie de me faire plaisir, manger un truc un peu festif qui est plutôt sain. Et je me suis dit vas-y, je vais me fixer là-dessus. De toute façon, c'est un truc que j'adore donc et au final, bah, j'en ai jamais mangé parce que j'aimais plus ça. Ça m'a fait ça aussi avec d'autres aliments. Et là, depuis quelques semaines, ça change plus. Mes goûts sont les mêmes. Il y a des choses que j'aime plus que d'autres. J'ai pas d'envie particulière. Je trouve qu'il y a beaucoup de clichés de la femme enceinte qui a envie de fraises, qui a envie de ci, qui a envie de ça. Moi, j'ai envie de rien spécialement. Au début, j'ai quand même eu la tête qui tourne. Des étourdissements, quand je me lève, quand je me déplace. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Ça a dû durer 2 semaines, même pas. Et vraiment, c'est parti comme ça. Au même moment, quand sont arrivés les étourdissements, j'ai eu aussi des migraines, des maux de tête. Pareil,
c'est parti. Le premier mois, c'est là où j'ai vraiment eu des douleurs au niveau de la poitrine. Où vraiment j'ai eu très très mal. Ça a duré peut-être un mois, peut-être un mois et demi. Et puis là, bon, ma poitrine a forcément pris du volume d'un coup. Ça m'a un peu surprise. Et en même temps, pas vraiment. Parce qu'on sait que c'est un symptôme typique de la femme enceinte. Le seul truc qui m'a perturbée, ce sont les douleurs d'estomac que j'ai eues au tout début. Je pense que c'est lié aussi à ma pathologie. Le fait que j'ai des soucis de digestion. Avec le début de grossesse, ça a empiré. Et il fallait, je pense, un petit temps d'adaptation à mon corps. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est peut-être tabou pour la majorité des femmes, mais j'ai pas envie de mentir et c'est vrai que je trouve que quand t'es enceinte, t'as beaucoup plus de gaz dans le ventre. Et c'est ce qui peut créer parfois des douleurs. À part ça, j'ai pas vraiment de symptômes. Et je trouve ça limite culpabilisant parce qu'il y a toutes ces femmes qui se plaignent d'avoir des nausées, qui se plaignent de ne plus dormir. Et moi, à côté, j'ai rien de tout ça. C'est assez perturbant. Et d'un côté, je suis quand même rassurée parce que je me dis qu'avec ma santé, si j'avais eu des nausées pendant des mois, je sais pas comment j'aurais fait. Il faut savoir que ma santé est très fragile. J'ai depuis des années beaucoup de difficultés à prendre du poids. Et ça, c'est vraiment une question qui me perturbait, le fait de ne pas arriver à prendre du poids en étant enceinte, parce que c'est clairement la chose à laquelle on pense tout de suite dès qu'on entend femme enceinte ou symptômes. On pense aux nausées, à la prise de poids. Sur les réseaux, c'est ultra toxique parce que tu vois des femmes qui disent ah, moi j'ai pris tant de poids, et les autres qui disent ah, moi j'ai perdu, moi j'ai pris. Et il y a ce truc de vouloir se comparer sans cesse, à dire moi c'est mieux que toi. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à digérer, parce que j'aime pas me comparer aux autres. Et de toute façon, ma situation me permet pas de me comparer. Parce que ces femmes-là, elles ont pas du tout la même santé que moi. Donc j'essaie de prendre du recul là-dessus. Parce que dans tous les cas, je sais que moi, je risque pas de prendre 10-15 kilos pendant ma grossesse. Peut-être que ça arrivera. En vrai, j'espère. Parce que si tu prends du poids, ça veut dire que t'es en bonne santé. Et que ton enfant est en bonne santé aussi. Mais je sais que ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour moi. Et si je vais être totalement honnête avec vous, j'espère, grâce à cette grossesse, à arriver à enfin prendre du poids et à le garder même après ma grossesse. Pour vous dire à quel point ou à quel stade j'en suis. Et donc cette notion de poids, c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus. À l'heure où je vous parle, j'ai commencé à prendre du poids et c'est vrai que c'est rassurant. Parce que si je prends du poids, ça veut dire que mon bébé aussi prend du poids. Et s'il n'en prend pas, il risque d'être en mauvaise santé. Et moi, comme je vous l'ai dit, la santé, je l'ai mise au premier plan. J'étais très maigre avant, et là, c'est vrai que me voir avec un petit peu de ventre, alors qu'il y a des femmes qui n'aiment pas se voir avec du ventre, ce que je comprends totalement, eh bien moi, me voir avec du ventre, c'est vrai que ça me fait plaisir. Et là, en fait, me voir comme ça, j'aime bien. Le fait de voir mon ventre s'arrondir de plus en plus, ça m'inquiète pas. Même si, d'un autre côté, j'avoue, j'ai une petite hantise, c'est d'avoir un gros ventre. Devoir vivre avec ce gros ventre d'un coup, alors que j'ai toujours eu le ventre très amaigri, c'est quand même un changement radical. Et c'est la seule chose qui m'intrigue un peu, parce que j'ai envie de savoir comment je vais le vivre. Peut-être que ça vous semble très futile, mais avoir un ventre aussi imposant, qui arrive petit à petit, comment je vais m'adapter à tout ça? Parce que tu dois changer ta manière de t'habiller, tu dois trouver de nouvelles tenues, et ça j'en ai déjà parlé dans le podcast, du fait de se vêtir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée quand j'étais plus jeune. Quand je me sentais mal dans ma peau, les vêtements, ça a été une révélation pour moi. Je me suis vraiment sentie mieux grâce à ça. Et là, je vais encore devoir m'adapter et encore devoir trouver des vêtements qui me taillent correctement, des vêtements où je puisse être à l'aise, parce que c'est vraiment mon but maintenant. C'est pas d'être jolie ou de me sentir jolie,
c'est de me sentir confortable dans les vêtements que je porte. Et j'ai hâte de savoir comment je vais gérer ça. Est-ce que c'est un truc où je vais me prendre la tête? Ou est-ce que je vais me débrouiller sans? Pour le moment, vu que j'ai un petit peu pris du ventre, j'ai pas forcément besoin de m'acheter de nouveaux vêtements. Je mets toujours mes anciens vêtements. J'arrive encore à mettre ces vêtements-là sans être gênée. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, autant les réseaux sociaux, je trouve ça nocif pour certaines choses, autant je trouve ça bien pour tout ce qui est donner des conseils sur quel vêtement est confortable ou non. C'est important de le préciser, il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux. Pour en revenir à tout ce qui est vêtements, c'est vrai que la première réaction que j'ai eue, après avoir appris que j'étais enceinte, c'est de me projeter dans mon appartement et trouver des solutions pour pouvoir introduire cet enfant, qui soit à sa place, qui ait son espace. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié faire. Je suis quelqu'un de très ordonné. Je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast. J'adore planifier et organiser les choses. C'est vraiment un truc que j'ai adoré faire pendant ma grossesse. Chiner des meubles, des objets, des vêtements. Surtout dans le but de faire des économies. Je trouve ça toujours un peu plus challengeant et ultra satisfaisant. Quand tu arrives à trouver le bon meuble, la bonne pièce à un prix dérisoire, alors qu'il est quasi neuf, eh bien j'adore ça. Évidemment, ça prend du temps, tu trouves pas toujours ce que tu veux, ça prend du temps, parfois plusieurs semaines ou des mois. Mais petit à petit, j'ai vu mon appartement évoluer et laisser place à cet enfant qui va arriver. Et c'est vrai que c'est assez satisfaisant. Au final, j'avais peur de ne pas réussir à trouver cette place et à me dire merde, va falloir déménager, va falloir tout bousculer et tout changer. Pour le moment, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de s'emballer trop non plus. Là-dessus aussi, je suis satisfaite. Et je suis assez sereine. C'est quelque chose qu'on sous-estime, je pense. Cette charge mentale de tout planifier. En plus de devoir gérer la santé, etc. C'est beaucoup de choses, beaucoup de changements. Et ça, je trouve que pour le moment, je l'ai vraiment bien géré. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai pas terminé de faire, évidemment. Il y a des choses que tu achètes au dernier moment. Mais pour le moment, je trouve que je m'en sors bien. J'ai quasiment terminé ma liste de naissance. Ça aussi, on en entend beaucoup parler sur les réseaux. Je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'entraident et qui essaient de proposer des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, les choses changent et je trouve ça bien. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, il faut faire attention aussi à tout ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a des choses où les gens donnent des conseils mais vraiment très mauvais. Et au final, tu te rends compte avec le recul que c'est pas si bien que ça, les réseaux. En fait, il faut arriver vraiment à faire la part des choses et ne pas prendre en compte toutes les informations. Il faut juste garder ce que tu trouves vraiment utile et toujours vérifier les informations que tu vois. Parce que n'importe qui peut donner son avis, peut donner des conseils et au final, il s'avère que c'est pas forcément de bons conseils à suivre. Pareil, comme vous savez, moi j'adore créer de nouveaux projets. Et c'est vrai que d'un point de vue artistique, le fait de tomber enceinte, ça m'a aussi donné beaucoup de nouvelles idées. J'ai vu beaucoup de femmes qui créaient leur propre carnet éducatif pour enfants. Je me suis toujours dit que le jour où j'aurai un enfant, j'aurais envie de lui donner la meilleure éducation possible. Comme beaucoup de personnes, je pense. J'ai vraiment envie que mon enfant s'intéresse à des choses, parce que moi je sais qu'à l'époque, je m'intéressais pas à tout. J'ai eu parfois des soucis de décrochage scolaire, parce que j'aimais pas, je m'intéressais pas. Et je veux pas que mon enfant, il ait aussi ce truc-là. J'ai envie d'inculquer de bonnes valeurs, une bonne éducation. Ça, c'est vraiment mon Everest à moi, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai commencé à créer des petits livres d'activités qui seront utiles dans quelques années, pas tout de suite, je sais, mais je me suis dit, si j'ai le temps de le faire, en fait, c'est maintenant, parce que après, j'aurais plus du tout le temps, j'aurais peut-être plus l'énergie pour, et ça m'a vraiment beaucoup occupée,
et j'ai adoré faire ça. J'évite de trop écouter les avis des gens, en général, même les gens de ma famille. J'écoute leurs conseils, mais je sais, parce que j'ai fait des tas de recherches aussi de mon côté, qu'avec le recul, je sais me faire mon propre avis, je sais les choses que j'ai envie de réaliser, je sais les choses que j'ai envie de mettre en place ou non. Et il y a des choses qui peut-être, quand je vais les annoncer, ne seront pas forcément comprises par certaines personnes, et en réalité je le comprends. Mais j'estime que je suis apte à faire des choix par moi-même, sans forcément prendre en compte tous les conseils qu'on me donne. Évidemment, j'ai hâte de faire les cours de préparation à l'accouchement, j'ai hâte de savoir comment ça se passe. En tout cas, j'ai envie d'en faire un maximum pour être prête le jour J. Mais toutefois, j'évite quand même d'y penser, parce que l'accouchement, c'est quelque chose dont tu as envie, et en même temps que tu redoutes, parce que tu sais jamais comment ça se passe, tu as toujours un peu peur. De ce fait, je me dis, de toute façon, le jour J, j'assumerai, et je verrai sur l'instant T comment ça se passe, et comment je gère tout ça. Y penser maintenant, ça sert pas à grand-chose. Et puis les cours de préparation à la naissance, c'est au 7e mois, et là j'ai largement le temps d'y penser en fait. Donc pour le moment, j'essaie de pas me prendre la tête. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de se mettre la pression, en tant que femme enceinte. Parce que pour beaucoup, c'est la femme dans le couple qui planifie et organise tout. Parce que c'est ton corps. Donc c'est toi qui vas à des rendez-vous. C'est tout un processus qui peut être oppressant. Donc c'est vrai que je me mets quand même la pression, évidemment, mais j'essaie d'être la plus neutre, entre guillemets, possible, et ne pas être trop dans la projection et dans la peur. En fait, j'essaie de me projeter petit à petit, de par tous les vêtements que j'achète, de tous les meubles, les aménagements que je fais. Ça me conforte petit à petit dans l'idée que le jour J, je serai prête. À l'heure actuelle où je vous parle, je sais toujours pas si c'est un garçon ou une fille. En réalité, peu importe, parce que c'est déjà une chance énorme d'avoir un enfant. Il y a un autre truc qui me choque, et que je pensais que ça n'existait déjà plus, mais apparemment je me suis trompée. C'est les rayons filles et garçons dans les magasins de vêtements. Où le rayon filles, déjà, je le trouve beaucoup plus grand que celui des garçons, et il n'y a que du rose pour les filles. Et les garçons, t'as un peu de toutes les couleurs, pas forcément des couleurs vives, mais plus du bleu, vert, marron. Et les filles, c'est que du rose, et ça m'a vraiment attristée quand j'ai vu ça, quand je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'avait changé. Et j'ai vraiment pas envie d'habiller ma fille en rose. Alors peut-être quelques vêtements, mais dans les magasins, c'est vraiment rose ou blanc. J'essaie de comprendre comment et pourquoi on n'évolue pas là-dessus, mais je trouve ça tellement triste, et ça révèle quand même quelque chose de la société, et je trouve ça déprimant. Donc vraiment, si j'ai une fille, et que ma fille a envie de s'habiller en bleu, en vert, en peu importe la couleur, qu'elle a envie de mettre un t-shirt pas de patrouille ou autre, franchement, c'est qu'un vêtement. On se rend pas compte à quel point, même si c'est qu'un vêtement, ça te met dans une case. Tu grandis avec cette idée-là que le rose c'est pour les filles et le bleu pour les garçons. Et je sais que si j'ai un garçon, j'hésiterai pas, s'il a envie de mettre un t-shirt rose, vieux rose, peu importe, il mettra un t-shirt de la couleur qu'il veut. Parce que j'ai pas envie de rester dans des cases, je trouve ça trop triste. Et puis, peu importe si ça choque mon entourage. Je pense que c'est important d'éduquer déjà son enfant et ses proches là-dessus. Après, c'est quelque chose qui fait partie de notre société depuis des années et des années. Donc je peux comprendre que ça puisse choquer, mais à un moment donné, c'est juste un vêtement. Et c'est bête de ne pas arriver à se déconstruire là-dessus. Parce qu'il y a quand même des choses beaucoup plus graves que ça, que de voir un garçon porter du rose ou une fille porter que du bleu. Donc ouais, il y a des choses où je me rends compte maintenant que je m'y intéresse de plus en plus à ces notions-là, en rapport avec l'enfance. Et ça me rend triste de voir que la société fonctionne comme ça. Mais j'espère vraiment que ça va évoluer. Et puis, il ne faut pas oublier que les gens n'ont pas à juger la manière dont vous éduquez votre enfant. Et j'espère sincèrement
que mon entourage saura s'adapter et je le pense sincèrement que ce sera le cas. Mais en tout cas, si vous avez dans votre entourage des personnes qui vont vous juger sur vos choix, si c'est pas des arguments dits avec de la bienveillance, bah franchement, je trouve pas ça bon en vrai pour tout ce qui est éducation. Et surtout, éloignez-vous de ces gens-là parce que ça vous apportera rien de bon. Vous n'avez pas besoin d'être stressé, plus que vous ne l'êtes déjà. Parce qu'être parent, c'est ultra stressant. Et puis, tu as le droit de faire des erreurs. Je pense que nos parents ont fait des tas d'erreurs en nous éduquant. C'est facile de dire que tu veux tout bien faire, mais forcément, il y a des choses que tu vas moins réussir que d'autres. Et puis, tu vas apprendre de tes erreurs. Quand tu auras un deuxième enfant, tu ne referas pas les mêmes erreurs. Tu vas t'améliorer, tu vas modifier certaines choses. Et c'est normal. Faut arrêter de mettre la pression aux gens. Faut arrêter de leur donner des conseils de dire « Ah, faut que tu fasses comme ci ou faut que tu fasses comme ça ». Il y a des choses auxquelles je veux bien, parce qu'il y a des choses où tu n'y penses pas toi tout seul, mais il y a des choses où il faut quand même arrêter de penser que tu sais mieux que les autres. Demande-toi si ça va être utile et comment la personne va le recevoir, parce qu'il y a des manières de faire qui sont acceptables et d'autres non. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que j'aurai répondu à vos questions, à vos attentes. Je préférais parler que du premier trimestre. Comme ça, si jamais il y a des femmes qui sont dans leur premier trimestre, peut-être que ça pourrait vous être utile. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les poser sur Instagram. L'Instagram du podcast, c'est libérer la parole _podcast. Ou sur Spotify, puisque maintenant on peut laisser des commentaires. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. Ça aide à ce que le podcast soit référencé et proposé à de nouveaux auditeurs. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Surtout prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!